11h. Aujourd'hui dans Parlons-en, une vieille en apparence histoire française, celle d'Alfred Dreyfus, capitaine juif alsacien, condamné à tort pour espionnage à la fin du 19e siècle. Un scandale d'État, un combat judiciaire qui ont façonné la France et le débat public. Pourquoi faut-il reparler de l'affaire Dreyfus, mort il y a 90 ans? Pourquoi faut-il s'intéresser de près à l'homme derrière l'affaire Alfred? En quoi ce passé sombre, ces passions tristes éclairent-ils notre présent? On en débat jusqu'à 10h45 avec mes invités, Philippe Colin et Perrine Simon Naoum, bonjour, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Philippe Colin, bonjour, bienvenue Pauline. Sur ce plateau. Auteur, producteur de podcasts historiques pour Radio France dans la collection Face à l'Histoire. Vous nous avez raconté entre autres Pétain, Blum, Céline, et c'est Alfred Dreyfus que vous nous racontez à présent dans votre dernier podcast intitulé Affaire Dreyfus, Alfred Dreyfus, le combat de la République, une série de 10 heures consacrée à l'affaire et à l'homme, à l'héritage de celui qui a toujours cru en la République, une série incarnée magistralement par Éric Ruff de la Comédie Française, réalisée parce que derrière vous, il y a une équipe incroyable, notamment par Violaine Ballet et Juliette Médevielle, une série nourrie par le travail d'historiens et d'historiennes dont vous êtes. Bonjour Perrine Simon Naoum et bienvenue sur ce plateau. Spécialiste de l'histoire du judaïsme, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure. Ça fera 90 ans cette année, Philippe Colin, qu'Alfred Dreyfus est mort. Son histoire, on pourrait penser qu'elle est bien connue des Français. Pourquoi est-ce qu'il fallait la raconter à nouveau et pourquoi maintenant ? Alors d'abord, c'est enrichi des travaux de Vincent Duclerc, qui est son biographe, et de Philippe Auriol, que m'est venue l'idée de consacrer un podcast à Alfred Dreyfus et pas forcément à l'affaire. Parce que Duclerc a montré à quel point on avait une image faussée, une image réduite du capitaine Dreyfus, c'est-à-dire un personnage un peu falot, accablé par son sort, voire hautain et méprisant. Or, Duclerc a fait son travail d'historien, il est allé aux sources, et quand on lit la littérature, entre guillemets, d'Alfred Dreyfus, on s'aperçoit à quel point c'est un héros civique. Et je me suis dit, tiens, on va raconter l'affaire 130 ans plus tard, mais surtout, on va essayer de rehausser fondé sur les travaux de Duclerc et de Auriol, l'image du capitaine Dreyfus, qui pour moi est un héros civique, donc un héros de la République. Et je trouve qu'à un moment donné, qui est le nôtre, où un héritage républicain est assez menacé, voire se délite, remettre peut-être en avant des personnages comme Dreyfus a son importance civique, je crois, en tout cas. Vous parlez de sources, je crois que vous dites que se plonger dans l'affaire Dreyfus et dans l'histoire d'Alfred Dreyfus est quelque chose de ressourçant. Oui, moi je trouve que fréquenter Dreyfus et l'affaire, ça revigore. Ça revigore l'esprit de la République. On a envie d'être Zola. On a envie d'avoir au cœur cet héritage qui est le nôtre, celui de la République et de la Révolution française. Ça veut dire la dignité humaine, ça veut dire la justice sociale, la démocratie. Et je trouve que s'intéresser à cette affaire, c'est ressentir notre identité de Français et de Françaises avec ce qu'elle a de beau et de noble au final. Mais aussi parcourir des heures plus compliquées. Perrine Simon Naoum, quand Philippe Colin vous a contacté pour ce podcast, comment est-ce que vous avez lu sa démarche ? Bien, écoutez, moi j'étais très heureuse. Ça fait plusieurs années, évidemment, maintenant que nous travaillons sur l'affaire Dreyfus, mais plus largement, je dirais, sur l'histoire intellectuelle de la fin du 19e siècle et de la Troisième République. Philippe Colin a cité évidemment les travaux de Vincent Duclerc, ceux de Philippe Auriol. On pourrait aussi parler de ceux de Vincent Payon, qui revisite cette laïcité républicaine. Mais je dois dire une chose, non pas pour parler de ce qui s'est passé avant le podcast, mais après le podcast. Je connais un peu l'affaire Dreyfus, j'ai un peu travaillé dessus. Eh bien, depuis que j'ai commencé à écouter le podcast réalisé par Philippe Colin, je suis absolument scotchée. C'est-à-dire que, voilà, j'en ai déjà écouté 8 heures et je revis avec l'affaire Dreyfus, dont on perçoit évidemment, quand on entend ce podcast, des éléments qui prennent un relief
différents. C'est-à-dire non seulement, comme le dit Philippe Collin, la figure d'Alfred Dreyfus, qui a vraiment été réhabilitée par l'excellent travail de Vincent Duclerc, mais également, je dirais, la complexité de la société française autour de la position des Juifs, autour de l'importance de la presse, autour des relations entre les politiques et l'armée. On redécouvre, on remet en perspective un certain nombre de choses. C'est très émouvant de voir cette photo qu'on connaît bien d'Alfred Dreyfus derrière vous. Cette histoire, donc, c'est celle d'un capitaine d'artillerie qui a 35 ans, qui est juif alsacien quand il est condamné à tort en 1894 par l'état-major français de haute trahison au profit de l'Allemagne, le pays ennemi, sur la base d'un dossier monté de toutes pièces, condamné à la dégradation, puis à la déportation, enfermé au bagne sur l'île du Diable, qui va batailler toute sa vie, avec d'abord un cercle assez restreint, puis plus large pour sa réhabilitation, qui est condamné une seconde fois avant d'être réhabilité au début du XXe, après plus de 10 ans de lutte. L'affaire Dreyfus, d'abord, Philippe Collin, il faut dire, ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est une machination, c'est un complot d'État. C'est bien de le dire et de le redire, Pauline, parce qu'en effet, on est souvent tenté de dire « Ah bah c'est une erreur judiciaire ». Ils se sont trompés, on a mal jugé le capitaine. Or, très vite, dès le départ, quand on regarde l'affaire dans son dossier, dans ses archives, et Auriol le montre très bien d'ailleurs, nous avons affaire à une machination en effet. Ce n'est pas une erreur, c'est une malveillance, c'est un complot d'État contre un jeune capitaine d'artillerie alsacien et juif. Et d'ailleurs, dès le départ, Albert Bertin-Bourreau, qui est un commandant de l'armée française, de l'état-major, va suggérer à l'état-major que c'est bien Dreyfus, sans doute, qui a dû trahir la France parce qu'il est juif. C'est-à-dire que dès le départ, il faut l'avoir en tête, ce Albert Bertin-Bourreau qui va parler à son supérieur, d'Aboville, va mettre en exergue le fait qu'il soit juif. Et tout d'un coup, la machine se met en marche et on voit bien que tout va se focaliser vers cette machination, au point que, vous savez, une enquête est faite à charge et à décharge. Jamais l'enquête à décharge n'est menée. Il y a des éléments qui viendraient prouver l'innocence de Dreyfus dès le départ, mais personne ne s'y intéresse. Donc en effet, Pauline, nous avons bien affaire à une machination et qui va donc durer pendant 12 ans, puisque l'armée avait l'occasion de se réhabiliter en 1900 à Rennes, en 1899. Elle avait l'occasion de se réhabiliter. Elle ne le fait pas. Elle choisit de s'enferrer dans ce complot. Le vrai traître de l'affaire, on le sait bien sûr, c'est le commandant Esterhazy qui vendait, lui, des informations aux Allemands. Lui a été acquitté en 1888. Alfred Dreyfus, c'est le coupable idéal parce qu'il est juif, disait Philippe Collin à l'instant. Est-ce qu'il le comprend, ça ? Est-ce qu'au moment des faits, lui qui s'est heurté à l'antisémitisme dans l'armée avant d'être accusé, est-ce qu'il a l'intuition que c'est ça ? Ou est-ce que ça serait trop grave à ses yeux, lui, le républicain convaincu, pour se le représenter ? Je pense qu'il en a l'intuition et la connaissance, vous venez de le dire. Il a dû affronter au cours de ses études militaires l'antisémitisme, puisque alors qu'il a les plus hautes notes durant son cursus, il y a un militaire qui lui met une très mauvaise note de manière à handicaper son parcours par la suite, ce qu'il n'arrivera pas à faire puisque Dreyfus va passer de la 3e à la 9e place, donc pouvoir accéder à ce saint des saints qui est l'état-major de l'armée. Mais comme le rappelle Vincent Duclerc et comme le fait entendre très bien le podcast, Dreyfus est quelqu'un qui croit en la République. Dreyfus est quelqu'un qui croit en la vérité et en la justice. Et donc, il est convaincu dès le départ qu'il pourra démontrer son innocence. Il ne faut pas oublier non plus que Dreyfus a été d'une part tenu au secret quand il était encore dans la prison du Cherche-Midi, puis durant toute la période, les 5 années qu'il passe au bagne, à l'île du Diable. Donc il ne sait pas il ne sait pas ce qui se passe. Je dirais, il ne le sait pas en bien et peut-être ne le sait-il pas non plus en mal. Et c'est au moment où finalement il va revenir en métropole pour le procès de Rennes, où il va prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. Et là encore, ça montre la force de la personnalité de Dreyfus. Dreyfus, Philippe Auriol le rappelle très bien dans le podcast, c'est un scientifique. Et donc, comme c'est un scientifique, un positiviste,
un patriote, puisqu'il est juif aussi, et que la famille Dreyfus a fait le choix de la France en 1870, il est persuadé que la vérité va finir par triompher. Il est donc porté, je dirais, à la fois par cette foi scientifique et par cet amour de la France. Et puis, je pense, progressivement investi en 1899, au moment du procès de Rennes, où il rencontre ces Dreyfusards, et puis plus tard, quand il va faire la connaissance de Zola, l'idée finalement que sa cause devient une cause centrale, non seulement pour la République, mais pour l'honneur de la France. Et c'est aussi parce que c'est un tel amoureux de la France et de la République, Philippe Collin, que vous dites qu'il pose des problèmes en réalité aux antisémites et aux anti-Dreyfusards, parce que dans l'imaginaire antisémite, on ne peut pas être juif et être tant amoureux de son pays. On est forcément un traître. Eh bien, c'est bien le problème pour l'extrême droite française et les nationalistes, en l'occurrence, parce que, en effet, le juif est considéré comme l'ennemi de l'intérieur, le traître, le faux français, finalement, toujours dissimulant une machination au fond de lui-même. Le problème avec Dreyfus, c'est qu'il est amoureux de la France, amoureux d'une certaine France, amoureux de la France de la République, comme disait Perrine, et au point qu'en 1914, à l'âge de 55 ans, après tout ce qu'il a vécu, le brave capitaine Dreyfus remet son uniforme et repart au combat pour défendre quoi ? La France de la République face à l'Empire allemand, le Deuxième Reich. Il va se battre au nom d'un héritage auquel il croit, qu'on évoquait en début d'interview, qui est l'héritage de la Révolution française. Rappelons que la Révolution française va offrir aux Juifs l'émancipation en 1791. Et donc c'est une république inclusive, on dirait aujourd'hui, que Dreyfus veut défendre. Et donc quand il reprend son uniforme en 14, il est animé par cet esprit de la République. L'une des scènes les plus terribles de cette affaire, il faut y revenir, elle est centrale et on la revit, notamment par la voix d'Éric Ruff, qui lit aussi, d'ailleurs j'y pense, les lettres absolument sublimes que Dreyfus écrit à sa femme depuis le bagne. Mais pour revenir sur cette scène de janvier 95, Philippe Collin, la dégradation dans la cour de l'école militaire... Comment penser qu'un homme peut se reconstruire après avoir vécu une telle chose ? Peut-être racontez-nous d'abord ce qui s'est passé. Alors, on a du mal à imaginer aujourd'hui la violence de la situation. D'une part parce qu'il n'y a pas d'image, il y a des quelques photos, mais on a dans le monde dans lequel nous vivons, voilà, qui est un monde de vidéos, je crois cette photo qui est une des rares. Mais on a du mal à imaginer la violence de cette situation. Il y a à peu près 20 000 personnes qui assistent à cette dégradation. Alors, Perrine évoquait la conscience de Dreyfus de l'antisémitisme. Là, il a dû bien en prendre conscience, puisque la foule crie mort aux Juifs. Et comme dit Auriol, est-ce que c'est un singulier ou un pluriel, mort aux Juifs ? Mais en attendant, il le vit de manière extrêmement violente. Et sachez que, évidemment, que Dreyfus sait qu'il est innocent. Donc on imagine la violence inouïe de ce moment pour lui, qui a consacré sa vie au concours de Polytechnique, qui a consacré sa vie à devenir un officier le meilleur possible et qui se voit face à ses supérieurs, dégradé avec une telle violence, avec évidemment une dégradation, c'est tellement humiliant. Et avec cette foule qui vous insulte. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui assistent aussi à cette dégradation, dont Maurice Barrès, par exemple, mais aussi Theodor Herzl, qui est donc un journaliste viennois qui va accélérer le processus sioniste dans la foulée de cette dégradation. Parce que il faut imaginer que, il y avait un rêve français chez les Juifs de cette catégorie à laquelle appartient Dreyfus. Le rêve français, c'est quoi ? C'est de devenir des citoyens français, quitte à presque renoncer à peut-être une certaine tradition juive pour intégrer la République. Et cette dégradation, elle vient insulter leur choix. Elle vient insulter leurs convictions. Et je pense que c'est une image qui est un peu abîmée. On le voit ici, elle est floue, mais elle nous concerne tous et toutes. Ce n'est pas qu'une question juive. C'est une question de toute la société française. Voilà. Dreyfus sur la photo, c'est celui dont on voit la silhouette de façon nette, et celui qui casse son sabre, c'est celui qui est flou, donc on lui enlève aussi ses insignes à ce moment-là. On voyait la une du Petit Journal à l'instant. Vous parliez du rôle de la presse, Perrine Simon-Naoum. Sur la une du journal, il y a une représentation dessinée, et en dessous, il y a écrit « Le traître ». La presse a été éminemment importante dans cette affaire, la presse antisémite. La presse antisémite a été absolument décisive parce qu'avant même le déclenchement de l'affaire Dreyfus, avant que ne soit connu par l'opinion le fait qu'on avait trouvé un traître à l'état-major et que ce traître ne pouvait être qu'un juif, la Libre Parole, le journal d'Édouard Drummond,
qui fait lui-même un succès de librairie avec son ouvrage intitulé La France juive, avait sorti en feuilleton une histoire de trahison. Et donc, je dirais que finalement, l'opinion publique, le climat antisémite, il a d'abord été préparé par la presse, par ce qu'on appelait à l'époque les publicistes, et en particulier donc par cette figure essentielle dans l'antisémitisme français, qui est la figure d'Édouard Drummond. À la haute trahison, on voit derrière vous. Alfred Dreyfus est envoyé au bagne de l'île du Diable en Guyane, où on l'oublie complètement. Vous le disiez, lui-même ne sait pas ce qui se trame en métropole à ce moment-là. Vous dites, Philippe Collin, qu'il y serait mort au bagne si Zola n'était pas entré dans l'affaire. Zola et son célèbre J'accuse, paru dans l'Aurore en janvier 1898. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit encore? Qu'est-ce que vous avez appris sur ce moment-là, ce J'accuse de Zola qu'on ne savait pas déjà? Eh bien, je vais vous le dire, j'ignorais que Zola avait déjà pensé qu'il irait en prison. Il serait condamné à la prison. C'est-à-dire que c'est là où je trouve ça... Parce qu'il a été condamné, Zola. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, c'est un intellectuel, il trouve que c'est injuste, alors il va faire une tribune pour dénoncer quelque chose. Mais c'est plus que ça. Il veut relancer un procès, le sien, pour qu'enfin il y ait un procès au civil, parce qu'on ne l'a pas encore dit, Pauline, mais cette justice qui condamne Dreyfus, c'est une justice militaire. Ce n'est pas une justice civile. Donc Zola se dit, je vais écrire une tribune qui me met en difficulté d'un point de vue légal, du coup je serai accusé, procès, on va donc refaire le procès de Dreyfus au civil. Et donc, je n'avais pas compris ça. Et Auriol l'explique très bien, Philippe Auriol, que d'ailleurs, il a retrouvé une trace, je crois, de Zola, quelques jours avant le J'accuse, où il dit « je vais aller en prison ». Et j'aurai le temps d'écrire un nouveau roman. Oui, j'ai beaucoup de travail. Voilà, j'ai beaucoup de travail. Et donc, en fait, c'est une prise de risque extraordinaire et qui force le respect. C'est-à-dire que Zola écrit ce J'accuse en disant « très bien, je vais le faire et je me mets en danger ». Et je trouve que ça donne une valeur absolument hors norme à cette tribune dans l'Aurore. Ça va lui coûter cher à Zola et sa mort n'est peut-être pas tout à fait étrangère à son engagement, Perrine Simon-Naoum, dans l'affaire en faveur de Dreyfus. La mort de Zola reste effectivement quelque chose de mystérieux en 1902 pour un poil qui aurait été mal révisé ou il meurt d'asphyxie. On parlait de la presse, il y a un nom que je voudrais prononcer ici, c'est évidemment celui de Bernard Lazare, qui est un personnage absolument étonnant, comme seul en fabriquait, je crois, ce 19e siècle français, à la fois poète alors juif, né à Nîmes, poète symboliste monté à Paris pour faire carrière, devenu publiciste, travaillant dans les milieux de la Revue Blanche, et finalement le premier, avec Mathieu Dreyfus, avec ce frère admirable, à prendre fait et cause pour Dreyfus. Alors j'en reviens à Zola. Zola avait déjà publié un article intitulé « Les Juifs ». Et Zola avait lui-même travaillé sur ces questions de justice, de vérité, qui constituaient, comme on le voit très bien dans ses romans, qui ne sont pas seulement des histoires d'un réalisme un peu misérable, mais qui portent haut les valeurs françaises, parce que Zola lui-même est un immigré. Il avait déjà, en quelque sorte, endossé, je dirais, cette figure de l'écrivain. Il est extrêmement reconnu à l'époque, hein, il est déjà très, très, très renommé. Et ce que dit Philippe est vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte l'idée qu'il va aller en prison parce qu'il ne supporte pas. Et c'est exactement ce que dit le texte « J'accuse ». « J'accuse », ça n'est pas seulement, je dirais, la violence d'une dénonciation, c'est aussi le cri de cœur d'un écrivain, d'un des plus grands romanciers français concernant l'image de la France. Et c'est là où il rejoint Dreyfus. Et ce qui est très étonnant, c'est le moment où Dreyfus et Zola vont faire connaissance, parce que de ce petit nombre de Dreyfusards engagés
en 1895-1896, jusqu'à ce que Zola, effectivement, redonne un aspect public à l'affaire. Personne ne connaît Dreyfus. Dreyfus est à l'île du Diable, il est au bagne et personne ne le connaît. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est tous ces Dreyfusards qui vont finalement découvrir le capitaine en 1899, au moment de son retour en France pour le procès de Rennes. Et ensuite, cette rencontre, finalement, entre Zola et Dreyfus, dont on a quelques paroles, et dont l'un salue l'héroïsme de l'autre, tandis que l'autre salue l'héroïsme du premier. Se verront assez peu parce que Zola meurt assez rapidement. En septembre 1902. Oui. Dans des circonstances, on l'a dit, dont certains pensent qu'elles ne sont pas étrangères à son engagement dans l'affaire Dreyfus. Ce faisant, Zola ouvre une page éminemment importante de l'histoire de France, bien sûr, et on dit, Philippe Collin, que c'est à ce moment-là qu'on associe la naissance du terme intellectuel, pose la question de ce que devient une société sans ses vigies, comme a pu l'être Zola. Il faut savoir d'ailleurs qu'au départ, ce mot intellectuel, il est employé par Maurice Barrès comme un mépris. C'est-à-dire que Barrès s'en sert pour se moquer de ces personnes qui veulent défendre une soi-disant vérité ou une France qui n'est pas la sienne. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette période parce que c'est à la fois le moment où se créent les sciences sociales. Ce n'est pas rien. Des personnes comme Lucien Lévy-Bruhl, par exemple, qui va créer l'anthropologie, mais y compris l'histoire positiviste. Ces sciences sociales naissent là, dans cette fin du 19e siècle, avec la quête de la vérité, de l'enquête, du sérieux, de l'archive, de la source. Et cette période-là de l'histoire des sciences sociales rencontre l'affaire Dreyfus. Et donc c'est intéressant parce que peut-être que cette période est en train de se refermer aujourd'hui, j'en sais rien, je ne le souhaite pas, mais peut-être que nous vivons une période où ça se referme. Nous aurions peut-être vécu une période incroyable où tout d'un coup, ce qui est au cœur d'une recherche journalistique, historienne, philosophique, est la vérité. La quête de la vérité. Peut-être que Dreyfus et son affaire nous offrent ça avec les intellectuels qui prennent position pour défendre la vérité des faits, en tout cas. Et peut-être que nous vivons aujourd'hui un moment où, nous voyons bien que nous traversons une période où la vérité est tout à fait plurielle désormais, et où souvent une opinion devient une vérité. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on peut penser quelque chose, mais ce n'est pas forcément la vérité. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous avons affaire à cet enjeu-là. Une opinion n'est pas une vérité scientifique. Zola ne donnait pas son avis dans cet article. Non, il exposait des faits. C'est documenté. Perrine a peut-être un mot à ajouter, je ne sais pas. Parce que... Oui. Non, je crois que ce que dit Philippe est extrêmement important. De Zola, de Dreyfus à Boualem-Sansal. Peut-être qu'effectivement, Boualem-Sansal est aujourd'hui le dernier des intellectuels. Enfin, on espère que ça n'est pas le cas. Je pense à ce que dit souvent Laurent Joly de l'idée que l'affaire Dreyfus aurait scindé la France en deux, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une guerre civile en France. Et Laurent Joly dit non, en réalité, les choses ont été beaucoup plus nuancées. En revanche, elles ont été parfaitement claires dans l'université, avec justement la constitution de ces intellectuels, terme effectivement forgé de manière péjorative par Barrès, mais que Clémenceau va relancer 15 jours après dans l'Aurore, et que ces hommes de science vont endosser en quelque sorte. Émile Duclos, on voit du côté des scientifiques, des gens comme Gabriel Monod, des gens comme Durkheim, tous ces premiers Dreyfusards qui vont effectivement asseoir la légitimité de nouvelles disciplines en formation, l'histoire, l'ethnologie, la sociologie avec Durkheim, qui se revendiquent d'une vérité et de la possibilité de vérification des faits. Vous parlez de nuance, c'est un mot important, c'est aussi peut-être un mot qui nous manque aujourd'hui dans le débat public. On a dit la France, vous l'avez dit, Perrine Simon-Naoum, déchirée autour de cette affaire entre, pour faire simple, les anti-Dreyfusards et les Dreyfusards. Vous dites, Philippe Collin, entre les progressistes et les réactionnaires, que c'est plus compliqué que ça en réalité. Oui, c'est intéressant, notamment c'est Milo Lévy-Bruhl qui en parle bien dans le podcast, c'est qu'il fait une analogie entre l'affaire Dreyfus et ce que nous vivons aujourd'hui avec les précautions d'usage. Mais il dit qu'en fait ce n'est pas une France contre l'autre, c'est peut-être une relation à trois termes. Il y aurait au milieu une bourgeoisie libérale, centrale, dominante, cette bourgeoisie d'ailleurs qui a mené la Révolution française et qui s'est débarrassée de l'Ancien Régime, qui est là un siècle plus tard et qui domine la situation.
mais elle est prise entre deux feux, une extrême droite et un mouvement socialiste qui est en train de se composer et de s'unir en 1905. Et que nous sommes, comme disait Péguy, au moment de l'aiguillage. C'est-à-dire que la bourgeoisie libérale doit choisir une voie ou l'autre. Il y a une société à inventer, une société à peut-être à mettre en place à la fin du 19e siècle. Et elle va, avec Waldeck-Rousseau, elle va choisir plutôt la voie du social. Et c'est en ça que c'est une victoire de la République, c'est qu'à ce moment-là précis de l'histoire de France, on fait le choix d'aller vers l'affaire Dreyfus finalement, et d'une part d'amnistier d'abord, de gracier Dreyfus, et ensuite de le rendre innocent. Et donc, quand Milot évoque ça, Milot Lévy-Bruhl, il fait écho évidemment au présent, où sans doute nous avons affaire à une bourgeoisie libérale qui doit faire un choix aujourd'hui, et peut-être que nous avons ici un rôle important à mettre en exergue de cette bourgeoisie libérale qui est face à l'histoire, elle aussi. On n'a pas parlé d'un personnage encore... enfin, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, mais il nous faut parler bien sûr de Jaurès, parce que son cheminement dans cette affaire Dreyfus est intéressant et dit aussi beaucoup du débat public de l'époque et qui résonne aujourd'hui sans faire d'anachronisme. Ce serait un comble pour l'historienne que vous êtes notamment. Jaurès n'a pas tout de suite embrassé cette cause pour des raisons pas forcément très glorieuses. La gauche française, à l'époque aussi, était marquée par l'antisémitisme. Oui, la gauche française est très marquée par l'antisémitisme depuis les années 1840, marquée par les affirmations de Proudhon ou de figures de ce premier socialisme. Ce qui est très intéressant, c'est, on parlait de bascule, de celle de la bourgeoisie libérale. Jaurès va être absolument central dans le choix du socialisme français de s'arrimer à la République et de s'arrimer donc à la cause de l'affaire Dreyfus. Jaurès, vous le rappelez, n'est pas au départ particulièrement dreyfusard. Pourquoi ? Parce que Dreyfus est un bourgeois. Son frère possède une usine à Mulhouse. Et donc, il n'y a pas de raison, finalement, de prendre fait et cause pour un bourgeois. Et puis, celui qui va être absolument décisif dans le ralliement de Jaurès au camp des Dreyfusards, c'est Lucien R. Lucien R, qui est le bibliothécaire de l'École normale supérieure. Et pour ceux qui fréquentent l'École normale supérieure, on sait que la place de bibliothécaire est une place absolument centrale pour l'influence de toutes ces petites têtes bien faites. Et Lucien R a été le premier. Et c'est lui, finalement, qui va entraîner Jaurès du bon côté. Et Jaurès aura donc un rôle tout à fait décisif. C'est aussi le moment où, effectivement, le socialisme français se constitue en tant que courant politique, puis ensuite en tant que parti organisé. Un autre courant du socialisme va être important, ce sont les almanistes. C'est Allman. Et donc, on voit très bien qu'à ce moment-là, finalement, se crée une alliance dont on peut, aujourd'hui peut-être, comme le rappelait Philippe, mais j'irai même un peu plus loin, on peut déplorer qu'elle se défasse, en tout cas, du côté de l'extrême gauche. Et on doit rappeler, je crois, c'est vraiment l'importance de parler de l'affaire Dreyfus aujourd'hui, sa consonance actuelle, la responsabilité du socialisme modéré dans l'appui aux institutions républicaines. Parce que, là encore, il ne faut pas faire d'anachronisme. En 1890, la République n'est pas établie. Je veux dire, elle n'est pas établie depuis très longtemps. Elle existe, en fait, depuis 1873, et en fait, depuis les élections de 1876 et 1879. Donc, si vous voulez, c'est une république fragile à ses débuts et aujourd'hui, je dirais, c'est une république encore fragilisée. Et Jaurès, par la suite, aura un rôle aussi déterminant. Pour revenir au sort judiciaire d'Alfred Dreyfus, on l'a dit, deuxième procès de Rennes, il est à nouveau condamné. Quelques mois plus tard, il est gracié, une grâce infamante pour celui qui sait qu'il est innocent. Finalement réhabilité en 1906, réintégré dans l'armée. On l'a dit, il se réengage incroyable en 14-18. Et puis, il va mourir de sa belle mort, j'allais dire, mais non, épuisé par cette vie de combat. Il meurt relativement en jeune. Et puis, j'ai appris, en écoutant ce
podcast, Philippe Collin, que la famille Dreyfus, alors on fait des sauts dans l'histoire, on n'a pas les 10 heures que vous avez dans le podcast malheureusement, va subir ensuite, comme toutes les familles françaises juives, la politique antisémite du régime de Vichy. Sa petite fille Madeleine va mourir en déportation à Auschwitz. Oui, on peut aller plus loin même et mettre une hypothèse qui est un peu folle, mais j'aime bien la prononcer. Dreyfus meurt en 1935, vous l'avez dit, 1935. On peut imaginer que s'il avait vécu jusqu'en 1941, 1942, il aurait pu être déporté. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que en 1906, réhabilitation, c'est la victoire de la République. 1940, c'est l'effondrement de la République avec la victoire de l'extrême droite et des nationalistes. Et on peut imaginer très bien, toute la famille Dreyfus va rentrer en résistance, hein, les enfants, les petits-enfants. C'est impressionnant de le dire parce qu'ils vont tous et toutes défendre l'héritage de leur grand-père et de leur père. Mais je dis souvent qu'il est fort probable que Dreyfus eût été déporté à Auschwitz en 1942. Vous voyez, c'est inouï quand on y pense. Et puis, alors, on fait un bond dans l'histoire, mais aujourd'hui encore, cette mémoire, et ça paraît sidérant et compliqué. Vous racontez que la statue d'hommage n'a jamais été installée comme elle aurait dû l'être, comme elle était au moment de sa conception pensée à l'école militaire. Le président Mitterrand dira à l'époque qu'il faut donner aux militaires un exemple et pas des remords. Il a été question un temps aussi de le mettre au Panthéon. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours si compliquée, cette mémoire d'Alfred Dreyfus, après tout ce temps ? Eh bien, alors, s'agissant de la statue, c'est assez intéressant parce qu'on va peut-être vers de nouveaux développements qui seraient, je l'espère, d'ultime développement. Bah, pour l'instant, elle est dans un... Alors, pour l'instant, elle est au coin de la rue Notre-Dame-des-Champs et du boulevard Raspail, pas très loin, en fait, de la prison du Cherche-Midi, mais pas vraiment en face de la prison du Cherche-Midi. Et effectivement, personne ne doit comprendre pourquoi elle est là. Il serait possible maintenant, il est envisagé, il paraît que ça n'a pas encore été décidé, mais j'espère que ça le sera très, très rapidement, de la mettre sur l'île de la Cité, en face de l'ancienne cour de cassation, donc là où Dreyfus a été réhabilité 1906. En 1906 pour finalement témoigner de ce triomphe de la justice. Finalement, pourquoi est-ce que l'affaire Dreyfus reste une affaire compliquée ? Je dirais pour un ensemble de raisons. D'abord, peut-être en raison du caractère juif de Dreyfus. Finalement, notre historiographie républicaine s'est construite, je dirais, depuis même avant l'affaire, tout au long du XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, sans tenir compte de ses caractères religieux. C'est-à-dire que finalement, l'attachement religieux, le caractère religieux est une forme de trou noir dans l'historiographie française, parce que c'est ainsi que s'est construite la République, parce que c'est ainsi que le veut la loi de 1905. Ce qui, aujourd'hui, est peut-être une erreur, et on le voit, parce que intellectuellement, nous ne savons plus traiter du phénomène religieux. Et il me semble que c'est vraiment l'une des questions auxquelles les intellectuels doivent s'attacher, les intellectuels et les politiques, parce que nous devons apprendre à repenser le religieux. Les Juifs eux-mêmes, d'ailleurs, s'y sont en quelque sorte laissés prendre, si je puis dire, parce qu'il a existé tout au long du XIXe siècle, et Philippe le rappelait tout à l'heure, un courant d'intellectuels juifs qui ont fondé les sciences humaines en France, au Collège de France, à l'École pratique des hautes études, des gens comme Salomon et Théodore Reinach, James Darmstädter, qui ont choisi finalement de non pas renier leur judaïsme, mais de le repenser scientifiquement. C'est ce que j'ai appelé la science du judaïsme français. Ces gens-là sont les fondateurs des sciences humaines. Ils continuent à travailler sur l'histoire juive, sur le judaïsme à l'intérieur des sciences humaines. Mais au moment de l'affaire Dreyfus, un basculement se fait et ils se disent finalement, ce sont les noces du judaïsme et de la République. Nous n'avons plus besoin de travailler intellectuellement le judaïsme. Il nous suffit d'être républicains. Évidemment, ces juifs vont être balayés en 1940. C'est peut-être
l'autre raison pour laquelle l'affaire Dreyfus reste un point de l'histoire qui est travaillé difficilement, c'est évidemment l'épisode de Vichy, la période de Vichy et la difficulté que les Français ont eu à traiter de cette affaire. Pierre Nora l'avait très bien montré. Il y a une mythologie gaulliste qui se construit en 1945 et qui dit finalement, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Et donc, c'est le mythe de cette France résistante qui ne sera là encore contredit qu'à partir des années 1974. Mais les années 1974 sont celles qui voient les premiers travaux des historiens, non pas français sur cette époque-là, mais américains. Or, qu'est-ce que disent, et c'est le troisième élément, j'en finirai par là, il est un peu universitaire, vous m'excuserez, mais il est important. Qu'est-ce que disent les historiens américains ? Dans une mauvaise interprétation de ce grand livre d'Hannah Arendt, L'origine des totalitarismes, sort un ouvrage un peu oublié maintenant, mais qui a dessiné complètement toute cette histoire du judaïsme français jusqu'à ce que Vincent Duclerc et Philippe Auriol arrivent, si je puis dire. C'est le livre de Michael Marus, historien canadien, Les Juifs français au moment de l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce que montre Marus ? Il dit, travaillant sur les archives publiques et non pas sur les archives privées, les Juifs français n'ont rien vu à la montée de l'antisémitisme. Ils n'ont rien vu au moment de l'affaire Dreyfus et du coup, ils se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir au moment de 1940. Donc finalement, il a fallu depuis les années 1980 ou 90, pour ne pas trop nous vieillir, je dirais, que nous travaillons, Philippe Auriol, Vincent Duclerc, Christophe Prochasson, tous ces gens qui interviennent dans le podcast, pour renverser l'image de ce judaïsme français qui aurait été un judaïsme peu courageux, un judaïsme aveugle finalement aux événements politiques qu'il vivait. Et on en revient au portrait, au contre-portrait que vous essayez de dresser d'Alfred Dreyfus. C'est très intéressant. Ce podcast est sorti il y a quelques semaines, un peu avant les fêtes de fin d'année. Il a été écouté 1,5 million de fois. Oui. Qu'est-ce que Philippe Colin, je crois que vous êtes vous-même surpris du succès, mais qu'est-ce qu'il dit parce que vos autres podcasts aussi marchent très bien, on parlait de Céline, de Bloom, etc. Est-ce qu'ils disent un besoin d'histoire ? Je crois qu'ils disent un besoin d'histoire. Ils disent que les Français et les Françaises ont un rapport avec leur propre histoire, qu'ils ont envie de savoir, connaître, parfois se défendre. J'espère que ces podcasts offrent des outils pour la discussion, mais aussi pour se défendre, parce qu'il est question de ça aujourd'hui, de défendre un héritage. Comment une société peut vivre, vous le savez mieux que moi, Perrine Simon-Naoum, mais c'est une question qu'on entend parfois, mais peut-être des plus jeunes, mais à quoi ça sert en fait de savoir tout ça, de connaître cette histoire, de connaître tous les détails de la vie d'Alfred Dreyfus ? À quoi ça me sert, moi, dans ma vie au quotidien ? Bien écoutez, je crois que c'est une expérience assez extraordinaire que permet ce podcast, parce que effectivement, il nous permet de revivre l'histoire française avec une forme de fierté. Et finalement, ce qui est très peu partagé aujourd'hui, d'une part, de remettre au centre les valeurs républicaines, les valeurs de vérité, les valeurs de justice, aussi bien, je dirais, d'un point de vue universitaire que du point de vue du grand public. Savoir que des gens se sont battus, finalement, pour leur honneur à un moment où l'ensemble de la classe politique et du politique en général est tellement décrié. Et d'autre part, je dirais que ça donne un sentiment tout à fait positif et heureux du fait d'être français. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. En ayant passé autant de temps avec lui, avec cette affaire et avec les autres, avec Zola, avec Lucien Lévy-Bruhl, avec Bernard Lazare, je me dis, je suis heureux d'appartenir à cette lignée-là en tant que Français. Il faut sonder son destin pour éclairer notre présent. Ça vaut pour Dreyfus, ça vaut aussi, si vous me permettez, un petit pas de côté, Philippe Colin, pour Jean-Marie Le Pen, auquel vous avez consacré un autre podcast qui s'appelle L'Obsession nationale. Et le débat qu'on entend depuis hier sur les différents communiqués, hommages qui ne disent pas forcément les mots. Il raconte aussi beaucoup, Céline
Camus le disait mieux que nous, de l'importance de bien nommer les choses. Et pour cela, encore faut-il connaître son histoire, Philippe Colin. Oui, et d'ailleurs, on peut dire en historien que Jean-Marie Le Pen appartient à cette lignée nationale-populiste qui part du général Boulanger en passant par Charles Maurras, Philippe Pétain et Jean-Marie Le Pen. Je le dis sans provocation aucune, mais Jean-Marie Le Pen a été l'héritier de cette lignée-là. Après, hommage, pas hommage, on a devoir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas, est-ce que ça encombre certaines personnes de l'extrême droite, j'en sais rien. En tout cas, c'est intéressant d'imaginer, de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. L'antisémitisme, d'un mot, de Jean-Marie Le Pen, Perrine Simon-Naoum, comme on a pu le lire d'ici dès là, n'était pas des dérapages de l'importance des mots. Non, l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen est absolument indéniable. Il a fait lui-même des déclarations et je crois que ces déclarations prennent une signification, s'éclairent tout à fait de cette lignée que retrace le podcast sur l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire d'une forme de nationalisme, d'une forme d'ordre moral et surtout, je dirais, de la difficulté qui caractérise l'antisémitisme et justement dont l'affaire Dreyfus montre le basculement. Qu'est-ce que c'est que Dreyfus ? Dreyfus, c'est celui qui est absolument comme les autres Français. Pourquoi ? Parce que, je le rappelais tout à l'heure, il arrive dans le Saint des Saints, là où aucun juif n'est parvenu, et c'est là où la Troisième République finalement accomplit ce qu'avait commencé à faire la Révolution française en 1791. Donc, si je puis dire, Dreyfus est comme vous et moi, mais il est juif. Donc, ça n'est pas possible, il ne peut pas être comme nous, et plus il nous ressemble, finalement, pensent les Français de cette droite nationaliste, finalement, plus il est étranger, plus il est dangereux. Et c'est au moment de l'affaire Dreyfus, finalement, que prennent naissance ce qu'on voit aujourd'hui fleurir dans tous les médias sociaux, à savoir les théories du complot. Et l'affaire Dreyfus trouvera son prolongement dans le protocole des sages de Sion, ce faux tsariste qui a été fabriqué en 1903 pour montrer finalement que plus les Juifs finalement s'assimilent, plus il s'agit pour eux d'ourdir un complot, cette fois au niveau mondial, destiné à assurer leur pouvoir grâce aux républicains, grâce aux francs-maçons ou grâce aux communistes. Donc, si vous voulez, quand Jean-Marie Le Pen aborde la question de l'étranger, quand il met la question de l'immigration au centre de la politique française, eh bien, il joue de ses passions mauvaises. Pour finir sur une note plus réconfortante, mais pour dire quand même d'un mot que cette histoire Dreyfus balaie et arrive jusqu'à nous. J'entendais encore hier Manuel Valls rappeler que c'était la première fois, selon lui, que ce n'était pas la première fois, pardon, enfin c'était à nouveau depuis l'affaire Dreyfus que la gauche évoquait dans le cadre de son combat très actuel contre une partie de la gauche qui l'accuse d'antisémitisme, cette affaire Dreyfus. Donc ça infuse jusqu'à nous. Mais pour finir sur une note plus réconfortante, on parlait de ressourçante au début de l'émission. Dans un temps, Philippe Colin, vous le savez mieux que moi, où certains s'inquiètent peut-être à juste titre de l'appauvrissement du débat public, du manque de connaissances et du règne de l'opinion contre celui de la vérité, savoir qu'il y a ce besoin, cette envie d'apprendre, de réapprendre, de redécouvrir, c'est vrai que ça donne quand même du sens à ce que vous faites, notamment peut-être ce qu'on essaie de faire un peu collectivement. Ça donne du sens, et je vais ajouter une chose, c'est que nous sommes le service public. Et j'y tiens parce que c'est aussi la République, le service public. L'audiovisuel public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ces podcasts-là, ils sont produits par des gens qui ont chevillé au corps l'esprit de la chose publique. Et je le dis avec une sorte de gravité un peu, mais j'y tiens beaucoup parce que nous sommes le service public et nous pouvons produire ça. Et à la fin, Pauline, c'est gratuit. Le podcast est gratuit. Voilà. C'est offert à tous les Français, à toutes les Françaises, avec une qualité de travail, avec des universitaires qui ont passé leur vie à travailler dans le service public. Et nous offrons à la fin 10 heures gratuitement
de savoir populaire et savant. Voilà, nous sommes le service public et j'en suis très fier. Voilà. Et nous sommes ici assis à France 24, Exactement. de service public Exactement. extérieur, et je suis très contente d'avoir consacré 45 minutes à ce très beau produit de service public. Effectivement, merci. Philippe Collin, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Alfred Dreyfus, le combat de la République, il faut écouter cette histoire, prendre le temps, l'écouter en conduisant, en cuisinant, en ne faisant rien, pourquoi pas, ça s'écoute, vous nous emmenez. Et encore une fois, cette interprétation d'Éric Ruff absolument extraordinaire de la comédie française. Merci infiniment. Perrine Simon-Naoum, on se reparlera peut-être si la statue, enfin, est déplacée là où elle est censée être. Merci encore. Merci. Tout de suite, le grand format de Parlons-en. Sur un tout autre sujet, on parlera tulipe. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.